On va pouvoir commencer. Donc, je vous remercie d'avoir éteint les caméras et puis les micros. Et Laura, l'enregistrement a démarré. Donc, je te remercie. Alors, tout d'abord, ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter nos différents intervenants. On a donc Madame Souad Grazli Yalini. Souad, je vais vous demander de mettre exceptionnellement votre caméra pour qu'on puisse voir, voilà, vous voir. Donc, vous êtes docteur en droit, vous êtes spécialiste des vulnérabilités sociales et économiques, juge du contentieux de la protection chargé du surendettement, du bail, du crédit, du contentieux civil, et vous êtes en charge d'un cabinet de tutelle au tribunal judiciaire de Bordeaux. Nous avons Maître Benoît Decrète. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes spécialisé en réparation du préjudice corporel. Et vous êtes intervenant, vous intervenez exclusivement dans l'intérêt des victimes d'accidents de la circulation, mais également d'agressions ou éventuellement au niveau des attentats. On a Louis Lebouzy, qui est le président fondateur d'Amabilis. Donc, Amabilis est un groupe de santé qui est spécialisé dans la prise en charge globale de la dépendance. Vous utilisez en fait votre propre expérience concernant cette vulnérabilité dans la prise en charge globale de la dépendance. Surtout parce que vous êtes donc en situation de handicap et votre seul objectif, en tout cas l'essentiel, c'est de rendre la dépendance plus facile. Nous avons également ce soir donc Jacques Delestre, qui est associé fondateur chez Olifan Group et qui est en charge de l'expertise personnes vulnérables. Vous êtes à l'initiative d'un diplôme universitaire associé avec la faculté de Nice. Et vous participez également à un groupe de travail qui a été organisé par l'AMF et la CPR. Et dans ce groupe, vous travaillez justement sur la problématique des personnes qui se trouvent dans des positions de vulnérabilité et vous réfléchissez surtout à comment les accompagner. Alors, je me présente également. Moi, je suis Armelle Nicolas Porret. Je suis consultante expertise personnes vulnérables et anciennement mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce soir, mon rôle sera en fait d'être modérateur et je suis accompagnée également dans ce rôle par mon collègue Ahmed Ayashi qui lui travaille également à l'expertise personnes vulnérables et qui est en charge des questions qui seront posées également sur le chat. Voilà. Concernant ces différentes présentations, je voulais également vous présenter donc Olifan Group. Pour ceux qui ne connaissent pas Olifan, c'est notre cœur de métier, c'est vraiment l'accompagnement. On a plusieurs cabinets en France et nous sommes là pour valoriser et proposer des solutions, non pas que aux majeurs protégés, mais on accompagne aussi les mandataires judiciaires autour de plusieurs expertises. La prévoyance et la retraite, l'ingénierie patrimoniale et sociale, l'expertise immobilière, l'expertise financière, l'accompagnement international également et donc l'expertise des personnes vulnérables. Elle permet donc de conseiller, de sécuriser l'ensemble du patrimoine de la personne vulnérable et du majeur protégé en tenant compte de sa situation globale et pour vraiment être en conformité avec la législation entourant ces différentes mesures judiciaires. On va parler également ce soir. Alors, avant de laisser la parole à nos différents intervenants, je vais revenir sur ce sommaire et pourquoi cette thématique en 3D. Alors, la réponse, elle se trouve vraiment au niveau des différents intervenants, ainsi que leur domaine de compétences auprès des personnes qui se trouvent en situation de handicap et qui se déroulera donc en 3 parties. Donc, Maître Benoît Decrète et Madame Souad Grazli Yalini qui arriveront qui parleront de l'indemnisation du préjudice corporel.
On aura ensuite Monsieur Louis Lebouzy qui interviendra sur l'accompagnement de la personne. Et enfin, nous aurons également l'accompagnement patrimonial qui sera donc décrite par Jacques Delestre, associé fondateur chez Olifan Group. Donc après ces différentes présentations, donc, oui, maître de Crète, hein, je vais vous laisser la parole. Et avant toute chose, maître de Crète, pourquoi choisir effectivement un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel? Merci Armel. Pourquoi choisir un avocat en réparation du préjudice corporel? Il faut garder à l'esprit que le droit est une matière qui est extrêmement large. Il y a beaucoup de matières qui sont développées avec une évolution jurisprudentielle et législative qu'on connaît qui est de plus en plus complexe. Prétendre connaître toutes les matières est illusoire et il existe un domaine de spécialisation de la réparation du préjudice corporel avec une multitude d'avocats qui se concentrent sur cette matière. Donc, pour accompagner les majeurs protégés ou même les mineurs dans la procédure d'évaluation du préjudice, il est essentiel de travailler avec un avocat en qui on a confiance, qui connaît la matière, qui va savoir s'assurer du respect des droits des victimes et surtout qui va vous éviter de tomber dans certains pièges qui sont un peu trop souvent tendus par votre interlocuteur, la partie adverse, qui est dans la majeure partie des cas un assureur qui connaît très bien la matière et donc vous accompagner d'un avocat, c'est s'assurer de l'équilibre des droits au cours de la procédure. D'accord, mais je vous remercie pour ces précisions. Et comment on peut obtenir la réparation de ce préjudice? Alors, je vais prendre trois exemples pour essayer d'être synthétique, tout en sachant que le principe fondamental, c'est la réparation intégrale du préjudice. Tous les éléments, toutes les perturbations, tous les troubles qui découlent du fait générateur, de l'accident, de l'agression, doivent être réparés si la preuve est rapportée. Je prends l'exemple d'une personne qui est victime d'un accident à la circulation. Il y a une loi, la loi de 1985 de Badinter, qui permet une indemnisation facilitée directement avec l'assureur du véhicule impliqué. On passe par une expertise médicale et l'évaluation du préjudice. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui est victime d'une agression, de blessures involontaires. On a également un système de responsabilité qui existe à travers la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui permet une indemnisation intégrale, peu importe la situation de fortune de l'auteur de l'agression. Et c'est par cette procédure, encore une fois, que la réparation intégrale peut être assurée. Et je fais allusion à un dernier exemple qui est les fautes médicales. Les fautes médicales, ça peut arriver soit en clinique, soit en hôpital public. Encore une fois, là, vous avez des systèmes de responsabilité qui existent et qui vous permettent d'obtenir la réparation du préjudice par des procédures qui sont encadrées ou pour desquelles vous êtes suivi par à la fois un avocat et des médecins pour vous assister tout au long des événements. D'accord, mais bon, on va supposer, par rapport à ce que vous venez de dire, que ça reste peut-être une procédure très longue et coûteuse. Alors, est-ce qu'il existe, alors là, je vais poser un peu plusieurs questions. Est-ce qu'il existe des délais de prescription? Et est-ce que vous pouvez nous donner aussi un peu le montant des moyens, montant moyen de l'indemnisation perçue par la victime ou les victimes? Alors, deux choses. La première sur la prescription. Il y a plusieurs délais en fonction des matières dans lesquelles nous sommes. Si nous sommes, je reprends l'exemple de l'accident de la circulation, on peut agir pendant 10 ans à compter de ce qu'on appelle la consolidation de l'état de santé. La consolidation, c'est la stabilisation des séquelles. Ça veut dire que la personne n'est pas forcément guérie, mais elle a une stabilisation dans toutes ses séquelles. Donc là, à partir de cette date qui est fixée par des médecins, on a 10 ans pour agir. Lorsqu'on parle d'une agression, lorsqu'on parle de blessures involontaires, avec cette fameuse commission d'indemnisation des victimes d'infraction, il y a un délai qui est beaucoup plus court et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. On a soit 3 ans pour agir à compter de l'agression, soit 1 an pour agir à compter de la décision de justice qui est rendue à propos de cette même agression. Et là, j'attire votre attention sur les délais en matière de faute médicale à l'hôpital. Et soyez extrêmement vigilants parce que les délais sont très courts. Donc, avant d'écrire à un hôpital pour solliciter l'indemnisation de votre préjudice, essayez d'être conseillé parce que ça peut être catastrophique en termes de délai et de conséquences. Deuxième point, la moyenne des indemnisations. Encore une fois, là, c'est un écueil dans lequel il ne faut pas tomber. On ne peut pas parler de moyenne d'indemnisation dans la mesure où chacun va subir un
préjudice, chaque victime va subir un préjudice avec un retentissement qui lui sera propre. On est tous uniques face à ce genre de traumatisme et essayer d'avoir une moyenne globale de l'indemnisation du préjudice, c'est avoir une mauvaise image de ce que c'est dans la mesure où chaque personne va ressentir un préjudice à sa propre manière. Donc, que vous soyez victime d'un accident à circulation ou d'une agression, peu importe vos situations, vous subirez des séquelles qui seront différentes en fonction de votre passé, en fonction de votre état de santé, en fonction de votre profession. Les préjudices ne seront pas les mêmes. Donc, on ne peut pas donner de moyenne à proprement parler sur l'évaluation du préjudice corporel. Oui, bien sûr, on l'entend. Bah, merci, maître. Donc là, vous venez de nous donner vraiment ce cadre général de l'indemnisation d'un préjudice corporel. Est-ce que vous pouvez, en quelques phrases et peut-être mots-clés, nous parler un peu du déroulé de l'instruction lorsque vous intervenez auprès d'une victime? Alors, il y a plusieurs étapes et je serai assez bref. L'une des premières étapes pour obtenir la réparation du préjudice, que ce soit les préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, c'est d'obtenir la copie du dossier médical. Ce dossier, on peut l'avoir, le majeur protégé peut l'avoir, peu importe le statut dans lequel il se trouve, sous curatelle ou sous tutelle. Le secret médical lui appartient, il peut demander la copie de ce dossier médical. Donc là, on l'assiste en lui donnant les courriers types pour le faire. Le majeur protégé a la capacité de choisir son propre avocat. On ne peut pas lui imposer un avocat. Il y a une relation de confiance qui s'installe comme avec un médecin, c'est la même chose. Donc, le majeur protégé choisit son avocat, pardon, en parfaite connaissance de cause. Un élément important qui apparaîtra dans les slides à venir, c'est la signature de ce qu'on appelle les transactions. Il faut garder à l'esprit qu'en fonction de la personne que vous assistez, et je pense typiquement à une personne placée sous curatelle, la signature à la fois de la personne qui assiste le majeur protégé, mais également le majeur protégé, doit apparaître sur les transactions. On ne peut pas signer à la place du majeur protégé, il faut que celui-ci soit informé de ses droits et c'est soumis à la nullité de la transaction tout simplement. Donc là, c'est des éléments sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. D'accord. Donc voilà, on sait maintenant, là, pour la communication du dossier, voilà, ça va être le majeur protégé lui-même. Vous nous précisez également hein, qu'il est en choix aussi de choisir, hein, qu'il peut désigner lui-même son avocat. Hein. Il n'y a pas de... voilà, il n'a pas comment il peut le choisir de son Ça, fait. on ne peut pas lui imposer un avocat. Lui imposer, voilà. Merci. On ne peut pas lui imposer l'avocat. Et est-ce que la victime elle-même peut juste signer sa transaction et comment elle peut justement peut-elle l'utiliser cette indemnisation? Alors, sur la signature de la transaction, c'est ce que j'expliquais à l'instant, il faut qu'elle soit plus ou moins assistée de la personne qui est là pour représenter ses intérêts. Donc là, pour la validité de la transaction, il faut faire attention aux signatures qui sont apposées. Et il existe un principe sur l'indemnisation qui est perçue, c'est le principe de la libre disposition. Une personne qui perçoit une indemnisation de son préjudice corporel, elle est libre de faire ce qu'elle veut de l'indemnisation. Chaque poste d'indemnisation, chaque poste de préjudice est parfaitement identifié dans une transaction. Ça correspond au paiement des dépenses de santé, au paiement de l'adaptation du logement. Mais la personne qui perçoit cet argent est libre de faire ce qu'elle veut derrière. Elle ne doit rendre de compte à personne. Un assureur, un fonds de garantie ne viendra pas demander 2 ans après si les sommes allouées ont bien permis à refaire l'escalier, à adapter le véhicule de la victime. La personne est libre de disposer comme elle l'entend des fonds qui lui sont alloués par transaction. D'accord. Donc ça va, voilà, on a parlé de ces transactions, savoir qui peut signer, qui peut pas signer. Donc vous voyez les slides, c'est par rapport voilà, aux différentes mesures. Donc je vous remercie vraiment maître Decrètre pour votre intervention. Et nous allons donner maintenant la parole du coup, à Madame Souad Grasli Yadini, qui est donc juge du contentieux de la protection. Et Madame la juge, avant toute chose, je souhaiterais que vous nous parliez des actes qu'il est possible ou non d'effectuer en fonction des mesures de protection qui sont prises pour les personnes en situation de handicap. Mais en préambule, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est qu'un juge du contentieux de la protection et depuis quand cela existe-t-il?
Madame Graziadini, est-ce qu'on aurait… Vous m'entendez? Ah, là, on vous entend, oui. Merci Armelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, qui est le juge du contentieux de la protection? Tout d'abord, pour comprendre qui est ce juge institué par la loi de programmation de la justice du 23 mars 2019, il faut retenir deux idées. La première, c'est que cette loi est une loi de programmation de la justice qui instaure une seule juridiction du premier degré, le tribunal judiciaire. L'ancien TGI fusionne, tribunal de grande instance, fusionne avec l'ancien tribunal d'instance. Le juge d'instance devient un juge du tribunal judiciaire coordonné par le président du tribunal judiciaire. La deuxième idée à retenir, c'est qu'au travers de la nomination de juge du contentieux de la protection, qui pratiquement remplace le juge d'instance, l'idée c'est d'en faire un juge du contentieux de la protection, d'où cette dénomination, et non pas un juge qui serait en quelque sorte l'unique recours de la construction d'une protection. Il instaure certes la protection lorsqu'il est le seul recours, mais il est surtout le juge saisi en cas de conflit, de difficulté. Il n'est plus le seul interlocuteur de la mise en œuvre de la protection et il y a un renvoi volontaire par cette loi qui déjudiciarise un petit peu plus, un renvoi aux parties, au droit commun et notamment au mandat de protection futur. Je voudrais préciser aussi que la seule dénomination parmi les anciennes concernant les fonctions de l'ancien juge d'instance qui est maintenue, c'est celle de juge des tutelles. La nouvelle dénomination est juge du contentieux de la protection, exerçant les fonctions du juge des tutelles. C'est une référence à la protection des majeurs, c'est un souhait de conserver un repère pour le citoyen et les familles. Les autres dénominations, comme le juge du surendettement, ont disparu. Pour résumer, on peut retenir que le juge du contentieux de la protection est le juge compétent pour toutes les procédures qui concernent les vulnérabilités économiques et sociales, le crédit, le bail, le surendettement et bien évidemment les protections relatives aux majeurs, la sauvegarde, la curatelle, la tutelle, l'habilitation, la mesure relative aux personnes absentes, la constatation de présomption d'absence et l'habilitation familiale. Et effectivement, la mise en place aussi des autorisations relatives à un mandat de protection future. Maintenant, concernant la question relative aux actes qui peuvent être passés par une personne vulnérable, ce qu'il faut comprendre, c'est que la protection de la personne vulnérable en droit français est fondée sur un acte majeur qui est le certificat médical circonstancié, qui est dressé par un médecin inscrit sur la liste de la cour d'appel. Ce certificat est rédigé par un médecin après examen de la personne. Il décrit les altérations qui peuvent être soit psychiques, soit physiques, soit cognitives, et dont l'effet est d'empêcher l'expression de la volonté. La protection va répondre au degré de vulnérabilité et d'altération dont la personne souffre, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en droit français, le principe, c'est la liberté. Si on instaure un contrôle, une assistance ou une représentation, il faut qu'elle soit fondée sur l'état de santé de la personne. Par rapport aux actes, plus précisément, c'est l'assignation notamment qui est intéressante par rapport à l'indemnisation, je crois, Armelle. Oui, voilà, c'est ça. Hein, voilà, qu'est-ce qu'il en est effectivement en cas d'assignation dans ces cas-là. Après, bon, je vous remercie des précisions par rapport à cette loi de 2019. Hein, Alors, si la personne bénéficie d'une sauvegarde, elle assigne seule et s'adresse seule à son avocat. C'est ce qu'a dit Maître Descrêtes. Elle choisit seule, en règle générale, son avocat, sauf si le jugement précise autre chose en se fondant sur le certificat. Si elle bénéficie d'une curatelle simple ou renforcée, c'est l'article 468 du Code civil. On considère que l'assignation est un acte de disposition, la mise en mouvement de l'action judiciaire est un acte de disposition et donc il est nécessaire que l'assistance du curateur intervienne. Si la personne se trouve dans une situation qui nécessite sa représentation, c'est le tuteur pour les actions patrimoniales seul et le tuteur avec autorisation judiciaire pour les actions extra-patrimoniales et la personne habilitée s'il s'agit d'une habilitation. Donc pour mettre en mouvement l'action en justice pour être indemnisée, ça répond à l'ensemble des régimes que je viens d'exposer. Oui, et du coup, vous avez donné effectivement des indications sur cette loi de 2019, mais qu'est-ce qui a changé en quelques mots au niveau des comptes bancaires, hein, puisque voilà, il y a quand même aussi ce côté patrimonial dans l'indemnisation. Est-ce ça a changé quelque chose? Tout à fait. Il y a
dans la droite ligne de la volonté de déjudiciariser, on a voulu diminuer les actes qui nécessitent une autorisation. Par exemple, l'ouverture et la fermeture d'un compte après la mesure ne nécessitent plus d'autorisation judiciaire. L'assistance suffit en matière de curatelle et le tuteur peut seul effectuer ces opérations. Seule la fermeture d'un compte ouvert avant la mesure de protection ou l'ouverture d'un compte dans une banque autre que celle dans laquelle le majeur a habituellement donc ses comptes nécessite l'autorisation judiciaire. On recentre donc le juge un peu plus sur des missions d'actes plus graves et on responsabilise un peu plus les tuteurs familiaux et professionnels en matière de gestion de comptes bancaires. D'accord, très bien, ben, merci beaucoup. Avant de laisser la parole à Louis de Bouzy et puis faire un peu cette transition, parce que là on a parlé du patrimoine, mais c'est faire la transition sur cet accompagnement à la personne. Une dernière question, c'est qui concerne le choix et l'embauche d'une tierce personne. Ce choix est-il soumis justement à l'autorisation du juge? Alors, la signature d'un contrat de travail est considérée comme un acte de gestion et d'administration, donc elle n'est pas soumise à l'autorisation du juge. Elle nécessite l'assistance en matière de curatelle et elle peut être faite par le tuteur dans le cadre de l'exécution de son mandat seul. Merci beaucoup, Madame le juge, maître de requête également pour votre intervention, cette partie-là. Donc, on va laisser la parole à Louis de Bouzy, qui est donc président fondateur d'Amabilis. Louis, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà votre société en quelques chiffres? Oui, merci Armel. Alors Amabilis, c'est 3 activités. Une activité d'aide à la personne, composée d'auxiliaires de vie et d'aides-soignants. Une activité de matériel médical, donc de vente et de location de matériel médical. Et une activité d'hébergement et donc de logement. Amabilis a 6 ans. J'ai créé Amabilis en 2015 sur un constat assez simple, étant moi-même en situation de handicap depuis une dizaine d'années et ayant été très insatisfait des services qu'on avait pu me prodiguer lorsque j'étais moi-même client d'un certain nombre de boîtes et d'associations, j'ai voulu du coup m'inspirer de mon expérience personnelle pour ne pas reproduire ce type de prestations et proposer un service basé sur le résultat et sur la qualité de service. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de clients qui font appel à nous chaque jour. On est présent dans une dizaine de villes en France et on a un peu plus de 200 salariés qui travaillent pour Amabilis en CDI à temps plein. Voilà en quelques mots. Merci. Qu'est-ce qu'Amabilis pourrait améliorer dans ces services pour vraiment aider les victimes de ce préjudice corporel et ainsi que toutes les personnes ayant besoin des soins justement et de services à domicile? Alors, ce que Amabilis peut améliorer, est-ce que de manière générale, l'ensemble des structures d'aide à la personne peuvent améliorer, c'est la coordination avec les différents acteurs de l'écosystème qui travaillent autour de la personne aidée. On travaille beaucoup justement avec des avocats spécialistes comme Maître Descrêtes. On va travailler énormément aussi avec les professionnels de santé que sont les médecins, que sont les kinés, les ergothérapeutes, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de renforcer. On va travailler évidemment, bien sûr, beaucoup avec des cabinets de tutelle. Nous travaillons pour un certain nombre de bénéficiaires qui sont sous curatelle. Et évidemment, l'important se situe au niveau de la coordination. Il est difficile, évidemment, encore plus lorsque la personne bénéficiaire n'est pas dotée de toutes ses capacités psychiques, évidemment, d'organiser sa prise en charge à domicile. Et donc, il nous faut pouvoir assurer sur cet aspect coordination. Bien sûr. Donc ça nous permet, voilà, là on vient de parler de la personne elle-même qui a besoin de ses soins et puis de ses aides. Donc là, je vous posais la question, c'est qui sont vraiment vos intervenants et quel est l'atout d'une aide à domicile? Alors, l'atout d'une aide à domicile,
c'est que nous, on intervient en tant que prestataire. Donc évidemment, le premier intérêt, c'est que le client n'a assumé aucune responsabilité, ni juridique, ni fiscale, ni organisationnelle. On s'occupe du recrutement, du placement, des déclarations URSSAF, du paiement des charges, etc. On s'occupe du planning, on s'occupe des remplacements. Et donc, si vous voulez, c'est un service clé en main qu'on propose aux bénéficiaires. Et les structures de l'aide à domicile en France, alors certaines sont en mode mandataire, c'est-à-dire que le bénéficiaire est l'employeur. Bon, ce n'est pas notre cas aujourd'hui, mais celles qui sont en mode prestataire, effectivement, proposent ce service clé en main, entre guillemets, pour lequel le client paye une prestation à la fin du mois. Parfois, et là, on va travailler notamment avec des avocats spécialisés en du coup victimes d'accidents de la vie, puisque ces conseils vont faire en sorte que les victimes d'accidents de la vie, de préjudices corporels, puissent obtenir les meilleures conditions financières, aussi bien en termes d'indemnité que d'allocations financières allouées par l'État ou plus précisément par les départements qui vont financer notamment des aides aux personnes en situation de handicap. Et donc ça, c'est très important parce que en fonction des départements, l'enveloppe de ces aides financières est plus ou moins grande. Et évidemment, plus vous avez une enveloppe importante, plus vous pourrez financer d'heures à domicile, mais il y a également une notion de tarif à l'heure. C'est-à-dire que certains départements vont octroyer une vingtaine d'euros par heure aux bénéficiaires en situation de handicap, quand d'autres départements ne vont allouer que 17 ou 18 euros de l'heure. Et donc évidemment, lorsque vous avez un delta de 3 ou 4 euros, bien évidemment, en termes de financement et en termes de salaire qu'on peut proposer, nous, à nos intervenants, ça change complètement la donne, sachant que dans notre secteur, comme dans beaucoup de secteurs, mais particulièrement depuis quelques années dans le secteur de l'aide à domicile, le marché de l'emploi est caractérisé par une véritable pénurie. On est dans un marché qui est extrêmement porteur. C'est l'un des plus gros marchés français et mondiaux. Rien qu'en France, on est 15 000 structures à faire de la dépendance sur un marché estimé à environ 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et donc, c'est colossal. On représente plusieurs millions d'emplois en France et la problématique se situe au niveau du recrutement. On recrute en flux tendu et évidemment, plus les conditions financières sont intéressantes, plus on arrive à attirer à nous des intervenants fiables et investis. Et investi, oui. Donc là, ils viennent, si je comprends bien aussi, c'est que ces intervenants donc viennent forcément pour la personne qui en a besoin, mais soulagent également les dents familiales qui souvent se retrouvent à être, voilà, à faire un petit peu entre guillemets l'aide à domicile. Donc cette aide rapidement, cette aide à domicile va quand même être acceptée par les dents. C'est un point positif quand cette personne arrive. Oui, alors très rapidement, de manière générale, oui, c'est vécu comme quelque chose de positif. On vient souvent soulager les aidants familiaux qui, pendant plusieurs mois, ont travaillé du coup auprès de leurs parents, auprès de leurs proches. Et on vient comme une solution vraiment de soulagement. On le voit en revanche pour des personnes plus jeunes qui, suite à un accident de la vie ou à une maladie, et qui résident toujours au domicile de leurs parents, on voit parfois apparaître certaines frictions, ou en tout cas certaines difficultés à accepter l'aide d'une personne extérieure qui est vue comme intrusive, qui est considérée comme un petit peu remettant en cause parfois la relation très particulière que peut exister entre une mère et son fils ou un père ou son fils, mais de manière générale, disons que
notre activité et notre intervention est quand même vue de manière très positive dans la mesure où on vient soulager l'aidant et rééquilibrer, si vous voulez, la relation amicale, amoureuse parfois, ou tout simplement familiale, qui évidemment, comme on peut s'en douter, et devient un petit peu corrompu par cette relation de dépendance de l'un à l'autre. Et donc, de manière générale, encore une fois, on est plutôt bien accueillis. Bien accueilli, mais oui, parce que le rôle de l'aidant, finalement, va perdre ce rôle d'aidant, mais va garder ce côté affectif, hein, comme vous le disiez, hein, effectivement. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas tout, quoi. Et voilà, ouais, tout à fait. Quelles sont justement les actions qui vont être mises en place pour contribuer à réparer ou du moins à atténuer les conséquences d'un préjudice corporel, puisque vous nous avez dit, vous travaillez avec des avocats spécialisés dans ces préjudices. Donc vous, Amabilis, comment vous allez pouvoir contribuer à réparer ce préjudice? Bien sûr. Alors, nous, on essaie d'y contribuer à notre petit niveau, à 3 niveaux pour être précis. Donc, avec des aides humaines, un placement d'auxiliaire de vie, avec du matériel médical, on va mettre en place un lit médicalisé et tout ce qu'il faut pour que la personne puisse être à l'aise à son domicile. Et on est en train de développer 2 choses dont on est très fiers. D'abord, les logements adaptés. On veut inventer une nouvelle génération une nouvelle façon d'héberger, entre guillemets, les personnes dépendantes en achetant en fait 2 ou 3 appartements dans un immeuble standard et en y plaçant du service. Et donc, on veut un petit peu rompre avec cette logique de placement en maison de retraite ou d'EHPAD qui deviennent très rapidement des mouroirs ou des endroits où on n'a aucune envie, ni le résident, ni l'entourage n'a jamais envie d'aller. Et donc, nous, on essaie de replacer dans la vie, dans la ville, les personnes dépendantes, qu'elles soient âgées, qu'elles soient jeunes, en situation de handicap suite à un accident de la vie ou une maladie. Et donc, ça, c'est la première nouveauté, si vous voulez, c'est l'aspect vraiment logement. Et la deuxième nouveauté dont on est vraiment très fiers, on est très heureux de pouvoir la mettre en œuvre, c'est qu'on a développé, et dans les mois prochains, cette solution va être diffusée publiquement, une solution en fait technologique qui vient en fait, je vous parlais tout à l'heure de l'importance de la coordination entre les différents acteurs, et cette application technologique vient en fait tout simplement numériser tous les liens qu'on peut avoir avec les médecins, l'entourage, la personne bénéficiaire de nos services, en plus de collecter un certain nombre de données de santé. On a créé un partenariat et on est très content avec Fitbit, vous savez, l'équivalent des Apple Watch, mais donc les bracelets connectés Fitbit qui viennent d'être achetés par Google d'ailleurs il y a une semaine. Et donc on a fait un partenariat avec Fitbit qui va en fait tout simplement nous permettre de collecter de la donnée de santé de nos patients, de nos clients. Données de santé, alors évidemment, ce sera sous l'accord, sous réserve que le bénéficiaire soit d'accord, bien évidemment. Mais ces données de santé vont nous permettre de manière puissante d'apporter de la valeur à notre bénéficiaire et ensuite à tout l'écosystème, puisqu'on pourra partager ces données de santé, notamment aux spécialistes de santé. Je pense par exemple au cardiologue, qui pourra de manière extrêmement précise être en capacité d'ajuster le traitement en cours. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en développement et dont on est très... Je veux bien croire effectivement que vous pouvez en être fier, parce que au-delà de l'accompagnement que vous faites et que vous proposez aux personnes, aux aidants familiaux pour les soulager, on entend bien que vous êtes en train de vous étendre, que vous vous parlez d'habitation, enfin de logement, de technologie, que vous recommandez aussi des professionnels également, qui peuvent être des avocats, du personnel paramédical. Mais voilà, qui vous arrive de recommander. Et et ça nous amène à notre dernière partie concernant vraiment le conseiller en gestion patrimoniale et de pouvoir vous expliquer comment on peut accompagner ces personnes en situation de handicap. Et je vais laisser la parole à Jacques, qui est donc le spécialiste. Et je vous remercie, Louis, pour
pour votre intervention. Jacques, pardon, donc spécialiste dans ce domaine et plus particulièrement pour les majeurs protégés, pour le traitement d'une situation où il existe une indemnité liée à un dommage corporel, est-ce que vous avez justement une approche spécifique? Oui, bonsoir à tous. Alors oui, cette approche, elle est forcément spécifique parce que l'indemnité doit être tournée au bénéfice de la personne qui est frappée par le handicap. Ça, c'est le premier point. Mais elle est chaque fois, cette situation, chaque fois différente en fonction justement du contexte de la situation. On est sollicité déjà pour donner un timing très souvent à la fin de la procédure ou juste avant ou juste après l'accord transactionnel qu'a réalisé le professionnel. Et on a deux situations. Alors la première, c'est quand la personne est déjà sous protection parce que le handicap est très lourd et donc la personne protégée ne peut pas manifester toute sa volonté. Donc c'est vraiment du coup face à la mesure de protection, notre premier interlocuteur, c'est avant tout le représentant légal, qu'il soit tuteur familial ou tuteur professionnel. On travaille avec ce duo, évidemment avec le majeur protégé s'il peut exprimer ses volontés. Et c'est vraiment dans notre cahier des charges le respect de ses volontés qui doit primer. Et puis après, aussi, on peut être face à une personne qui est frappée par le handicap, qui n'est pas sous protection. Alors très souvent, soit il nous contacte par cooptation, soit par l'intermédiaire effectivement d'un professionnel du droit spécialisé sur le domaine. Et dans ce cas-là, effectivement, on a toute l'histoire, tout le contexte. Je vous donne un exemple, un cas récent d'une personne qui a été victime à la sortie d'un concert, d'un règlement de compte entre bandes rivales. Donc du coup, il a pris une balle dans la colonne vertébrale et est devenu tétraplégique. Donc ça, c'est des histoires, quand vous rencontrez ces personnes très fortes, on va le voir et il nous dit qu'il est toujours enseignant à l'université, il est maître de conférence, donc il a toute sa capacité à agir pour exprimer ses choix, ses craintes, ses peurs. Lui-même gère tout seul son personnel à domicile. Il vous dit très clairement qu'il a deux vies, avant et après le traumatisme, et qu'effectivement, les millions d'euros ne vont pas lui redonner son autonomie. Donc, du coup, avec ce contexte et cette approche spécifique, il faut vraiment une maîtrise de la connaissance du droit des personnes vulnérables. Ça nous semble essentiel d'avoir le cadre légal, les contraintes de gestion, les responsabilités de tous ces acteurs, qu'ils soient mandataires judiciaires ou également lui-même la personne protégée qui a des volontés sur lesquelles on ne peut pas hypothéquer ces sommes-là. Au contraire, on doit avant tout les protéger. Voilà quelle est un petit peu l'approche spécifique à travers déjà deux acteurs, soit le représentant légal, soit directement la personne handicapée. Handicapé, bien sûr. Alors, de ce fait, comment vous allez procéder dans cette approche? Je pense que vous allez nous les détailler juste après concernant cet accompagnement patrimonial. Oui, en fait, cet accompagnement, il y a trois phases. Effectivement, l'analyse, c'est quoi? C'est de faire un diagnostic et un état des lieux. On ira un peu plus dans la précision tout à l'heure. La stratégie, qu'est-ce qu'on va rechercher, où va-t-on? Voilà. Et après, le programme des solutions, les préconisations, de toute façon, il va falloir qu'elles soient adaptées par rapport au contexte et à la situation globale. Donc voilà, au niveau de l'analyse, je vous laisse détailler les points. L'analyse, c'est vraiment l'alchimie et la bonne clé de réussite, c'est vraiment le traitement de la situation dans la globalité qui est pertinente. C'est surtout pas de voir et de répondre au seul cahier des charges qui est le traitement isolé de l'indemnité. Donc, on va passer par un audit global de la situation
Et effectivement, il y a tout un contexte et tout un questionnement qui va nous permettre d'orienter déjà cette analyse. Est-il marié, célibataire? Dans tous les cas, déjà, l'indemnité liée au préjudice est considérée comme un bien propre. Quels sont les besoins et les ressources actuelles dont la personne a besoin, sachant qu'on sait que par avance, ces ressources vont devoir augmenter parce que les besoins vont devoir également augmenter. Et après, on a des dossiers différents. On a des fois des capitaux très, très importants avec peu ou pas de revenus pour assurer le besoin d'assistance de tierces personnes. Et des fois, on a le contraire, c'est-à-dire peu de capital mobilisé, mais avant tout des rentes de tierces personnes très importantes. Et puis après, et enfin, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, soit la présence d'un représentant légal, soit donc qui est professionnel, soit un tuteur familial. Et là, le professionnel n'aura pas naturellement l'objectif de transmission dans sa commande, alors que la famille, il pourra y penser légitimement. Donc, du coup, ça va amener une chose très importante, c'est également traiter de manière spécifique des situations de conflit d'intérêts. On va les étudier et on va trouver la solution, l'articulation. D'accord. Donc là, on a bien compris, cette analyse, elle est extrêmement importante, hein, parce qu'on va prendre en considération déjà la personne elle-même, et après, c'est bien par rapport à ses besoins, à ses volontés, et en tout cas après, donc il y a rapidement, si vous pouvez nous présenter la stratégie et les préconisations qui sont à la suite. Oui, alors la première des stratégies, c'est avant tout d'éviter l'impôt sur le handicap. Parce que là, ça serait un comble d'alourdir une fiscalité du fait de l'indemnité. Et malheureusement, cela peut souvent se produire sans connaissance de la matière. Donc pour cela, il faut veiller dans tous les cas à tracer dans la nouvelle vie le montant de cette indemnité. On va faire un traçage précis, c'est-à-dire que si on réinvestit en partie dans de l'immobilier, on va prendre attache auprès du notaire, exemple, pour lui signifier l'origine de ces fonds liés à l'indemnisation pour que, en cas de succession, justement, cet immobilier soit totalement exonéré de succession. Alors pourquoi ? Parce que ce traitement spécifique de l'indemnité, ça s'appuie sur un article du Code général des impôts, article 775, qui nous dit traitement que toute cette indemnité va aller au passif de succession. Donc, au passif de succession du majeur protégé. Voilà. Ça, c'est sur la succession et sur l'impôt sur la fortune. Anciennement, alors c'était très clair, puisqu'on avait un article qui nous permettait de dire que quand on était en phase d'ISF à l'époque, on déduisait la totalité du passif du patrimoine, la totalité de l'indemnité. Depuis qu'il y a eu le changement de l'ISF en IFI, en 2018, il y a eu un flou artistique. Et ce flou, il n'est pas aujourd'hui, il n'est pas tranché. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réponses ministérielles qui vous disent qu'effectivement, pour l'année de l'IFI, allez, on considère qu'on peut déduire cette indemnité au passif de l'IFI, mais pour les années suivantes, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il y a un vrai flou. Il y a une réponse ministérielle qui date du 2 février 2021. Donc là, je vous le donne en prime time, c'est vraiment très récent, qui ne nous donne pas plus, malheureusement, de clarté. Alors nous, on fait un peu du lobbying et on essaye de faire accélérer les choses à travers les fédérations ou autres de personnes en situation de handicap. On plaide pour qu'il n'y ait pas du tout d'impôt sur cette indemnité, quoi. Ça serait quand même le comble.
D'accord. Alors là, j'entends bien, il y a vraiment ce côté qui est très important, oui, sur la fiscalité liée à ce handicap. Comme dit, ce serait un comble que le fisc puisse prendre. Mais pour avancer un peu voilà, dans la réflexion, vous avez parlé donc de l'analyse, de la stratégie. On va avoir également les préconisations. On le voit, hein, vous avez déjà parlé en préambule hein, de la situation du majeur, sa personne, la situation concernant ses biens. Donc, on suppose que les placements voilà, vont être adaptés hein, forcément à cette situation. Oui, alors le programme de solutions, avant de parler de solutions, on va dire quel serait le mauvais conseil. Voilà, c'est effectivement de préconiser de l'assurance vie. Dans le cadre d'une situation où on a une indemnité liée au préjudice corporel, il faut vraiment que le programme de solution, les investissements rentrent dans l'actif successoral pour faire bénéficier de cet avantage qui est la déductibilité de la totalité de ces sommes dans le passif de succession. Si vous mettez de l'assurance vie, par nature, c'est hors droit de succession. Donc, les hors droit de succession, ça peut être sympathique, mais c'est très limité. C'est limité à 152 500 € par personne. Donc, on voit bien que si on mettait tout en assurance vie, eh au-delà des 152 000, il y aurait au minimum 20% de droits de succession. Là, il faut donner le plein pouvoir à cette indemnité pour qu'elle soit au passif de la succession et donc trouver des placements adaptés autres que l'assurance vie qui rentreront dans la succession et qui bénéficieront justement de cet avantage, la déductibilité de la totalité de la somme. Donc, du coup, voilà, si j'ai 100 de capital à placer, que je décède, je vais le placer dans un support immobilier ou financier qui rentre dans la dévolution successorale. D'accord, hein, bien. Donc ça balaye effectivement tout, et on est vraiment là, on protège le patrimoine complet de la personne vulnérable ou du majeur protégé. Il y a un autre point qui est aussi important, hein, c'est par ailleurs quand le majeur protégé qui a subi ce handicap peut bénéficier hein, de différentes aides. Donc quels sont les conseils et la plus-value hein, que vous pouvez apporter à ces personnes? Alors, les aides, c'est très bien, mais attention, c'est très fragile également. Pourquoi? Parce qu'on voit que ces aides peuvent être remises en cause du jour au lendemain, puisqu'il y a un certain nombre de conditions. Elles peuvent être conditionnées au montant des revenus. Et du coup, il faut prendre en compte cette équation. L'équation, c'est quoi? C'est que si vous avez une aide et que vous rajoutez des revenus à cette aide, eh bien, l'aide va être d'autant plus réduite du montant de ses revenus. Donc, prenons un exemple. On a une aide de 900 € par mois, voilà, qui s'appelle l'allocation adulte handicapé. Si on a un complément de revenu de 500 €, l'année suivante, eh c'est plus de 900 qu'on vous donne pour le majeur protégé ou la personne handicapée, c'est plus que 400. Donc, le différentiel, on appelle ça des soumises à des revenus catégoriels. Donc, notre alchimie, notre équation, c'est de maintenir les 900 € et de rajouter des revenus qui vont ne pas remettre en cause ces différentes allocations. Donc, il y a des solutions dans la mesure où on maîtrise véritablement tous ces dispositifs. Voilà, le fait d'être spécialisé auprès des majeurs protégés, on voit bien que ces aides hein, sont très importantes et il ne faut pas les supprimer, ça c'est certain. Oui, donc, juste un point également sur ces aides, et j'en finirai parce que très souvent, toutes ces aides en fait, peuvent être récupérées par les départements. Alors certes, il y a un règlement national de l'aide sociale, mais il y a autant de départements et donc autant de réglementations départementales. Et on voit que la politique des départements, c'est vraiment de resserrer la vis sur ces aides et on va essayer de recourir à leur récupération. Donc là, il y a aussi également la vraie connaissance de ce dispositif de récupération. C'est aussi ce qu'on nous demande. Hein. Voilà, je veux les conserver, je ne veux pas qu'elles soient récupérées. Exact.
Très bien, merci. Ça veut dire qu'une fois que voilà, vous avez fait cette analyse, la stratégie, les préconisations, les aides sociales qui peuvent rentrer dans cette stratégie patrimoniale, vous vous arrêtez là ou il y a un suivi quand même par rapport aux professionnels ou aux tuteurs familiaux? Alors, ça serait simple de pouvoir vous dire oui, ça s'arrête là, mais le problème, c'est que la fiscalité ne s'arrête pas. Ok, la conjoncture ne fait que d'évoluer. Et on va dire qu'en plus, il y a, au-delà des contextes de crise sanitaire et autres, il y a des impacts économiques. Il y a des pans entiers de l'économie qui vont malheureusement disparaître et d'autres qui vont, je dirais, se développer. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant sur le suivi financier. Et là, on peut s'appuyer sur nos expertises, qu'elles soient financières et ou immobilières, pour justement avoir cette veille en termes d'accompagnement. L'ingénierie patrimoniale, c'est la même chose qui va nous donner du coup l'appui en termes fiscaux. Cet accompagnement, il est nécessaire et primordial. Donc, quand on a des mandataires judiciaires, c'est ces acteurs que l'on accompagne. Et quand c'est la personne handicapée elle-même, eh bien, on met en place un contrat d'accompagnement pour que justement on puisse être auprès pour adapter les solutions en fonction du contexte, de la fiscalité, de la conjoncture et surtout des besoins de la personne vulnérable. Très bien. Merci beaucoup. Merci Jacques Delesse. Merci à Souad Grazli-Yadini. Merci Benoît Decrète. Merci Louis Debouzy pour vos explications, vos précisions. J'espère que les personnes présentes ce soir auront une meilleure connaissance du métier d'avocat spécialisé dans la réparation du préjudice corporel, l'importance du rôle des juges et des mandataires, et savoir que l'accompagnement à la personne est important, qu'une équipe spécialisée telle qu'Amabilis peut répondre à la demande, et enfin qu'avec l'expertise personnes vulnérables d'Olifan, que l'indemnité peut être sécurisée. Mais on s'aperçoit qu'au-delà du placement, il s'agit vraiment de mettre en avant et au cœur de ce débat la personne en situation de handicap traitée avec des conseils spécialisés. Donc vraiment pour conclure, moi je note ces deux facteurs. Et ce sont les acteurs qui maîtrisent les sujets autour des personnes vulnérables et surtout leur interprofessionnalité. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie toutes les personnes qui sont là. Donc les questions sont ouvertes. Ahmed, est-ce que tu peux nous apporter les questions, enfin nous rapporter les questions qui ont été posées sur le chat avant de laisser la parole aux participants? Bonjour à tous. Alors, nous n'avons pas de questions, mais voilà, le micro est ouvert pour l'ensemble des participants. Merci. D'accord, oui, merci Ahmed. Donc voilà, vous pouvez rouvrir vos micros. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Nos intervenants sont là pour vous répondre. Je vous laisse la parole. Armel, oui, c'est Jacques. Moi, j'ai une question directement à Maître Decrète. En fait, on est tombé sur une situation où une personne frappée par le handicap a été accompagnée avec un professionnel. Et donc, du coup, il s'est retrouvé avec une transaction qui était constituée uniquement d'un capital énorme. Il n'y avait absolument rien pour la tierce personne. Je voulais simplement avoir son avis. Est-ce qu'il préconise plutôt cette orientation ou plutôt la rente? Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de tierce personne, c'est-à-dire que les médecins n'ont pas estimé qu'il y avait un besoin de tierce personne, ou alors ils l'ont estimé, ils l'ont reconnu dans le rapport et et les payeurs donc ont versé l'indemnisation sous forme d'un capital plutôt que d'une rente. C'est quoi l'option dans votre situation? C'est exactement ça, Benoît. Voilà, c'est que cette tierce personne Elle a été reconnue. elle a été reconnue et donc elle a été transformée en un capital, one shot, Alors, et il n'y a pas de ventilation.
Alors, pour le coup, le choix entre un capital et une rente, c'est un choix qui dépend un petit peu de la situation de la personne. Il faut garder à l'esprit que les rentes sont soumises quand même à l'évolution, à l'érosion monétaire parce qu'elles peuvent être indexées. Et les indexations qui sont parfois imposées par le code, notamment en accident de la circulation, font que les rentes que vous pouvez percevoir ne sont pas parfaitement corrélé avec l'évolution de la situation économique et financière. Donc, c'est des facteurs à prendre en considération et qui sont très importants. Le choix d'un capital ou d'une rente, ça appartient à toutes les parties. C'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant. Et là, c'est véritablement du cas par cas. Merci. Merci Benoît pour votre intervention. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions voilà, Maître de Crète, Monsieur de Bouzy, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des différents points sur la gestion également du patrimoine? Si vous avez aussi un témoignage, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi intervenir. Alors, j'ai un témoignage, je rebondis sur ce que disait Louis de Bouzy tout à l'heure. On évoquait le chiffre de la tierce personne, le paiement de la tierce personne avec un taux horaire qui était, d'après ce que j'entendais, entre 17 et 20 euros de l'heure en fonction de l'endroit où vous vous situez. Il faut savoir que lorsqu'on introduit une instance, là je prends l'exemple du tribunal judiciaire de Paris, si vous formulez des demandes au titre de la tierce personne, cette fameuse tierce personne dont on vient de parler avec Jacques Delestre, quand elle est reconnue par les médecins et qu'on demande la réparation de ce préjudice-là devant le tribunal, il faut savoir que le coût horaire retenu aujourd'hui par le tribunal de Paris, c'est 13 euros de l'heure. Donc là, on se rend compte qu'il y a une vraie différence entre ce qui est la réalité du suivi au quotidien des personnes en situation de handicap avec un véritable coût horaire d'une tierce personne qui est de l'ordre de 20 euros, on le sait bien. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant lors des demandes qu'on formule auprès des magistrats et leur expliquer que 13 euros de l'heure, ça ne permet pas à la victime de payer effectivement la tierce personne qui vient chez elle et qui va l'aider à faire son ménage, à porter ses courses, toutes ces choses-là que la victime ne peut plus faire en raison de l'accident dont elle a été victime. Oui, merci pour ces précisions. Hein. Effectivement, ce coût de la personne aidante à domicile, donc, on entend bien donc l'aidant à domicile a ses limites. On va dire l'aidant à domicile sous une forme voilà, salariée, ça a un coût et il faut bien penser effectivement à tous ces points-là lorsqu'on est victime voilà, d'un préjudice corporel. Et vous êtes là, Maître Benoît de Crète, pour bien les défendre. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, on va clôturer ce club expert. Moi, au nom de toutes les personnes qui sont intervenues ce soir, je voudrais vraiment les remercier. Ça a été un plaisir de travailler ensemble en amont. Je tiens aussi à remercier Laura et Alexia qui donc nous ont beaucoup aidé pour la com. Donc merci à elles deux et puis j'espère vous retrouver très prochainement lors d'un prochain club expert que l'on fera sur un autre thème et vous serez prévenus. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions bien particulières et vous avez le nom et vous aurez nos coordonnées qu'on vous adressera par mail. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.